du Burundi et je donne maintenant la parole à son Excellence, Madame Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada. Monsieur le vice-président, chers collègues, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant vous au nom de mon pays, le Canada, et au nom des Canadiens. Je tiens à souligner que je me joins à vous sur le territoire traditionnel du peuple Lenape. Cette reconnaissance est importante car aujourd'hui au Canada, nous marquons la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, au cours de laquelle nous reconnaissons et commémorons les peuples autochtones qui nous ont précédés et qui continuent d'y vivre. Nous reconnaissons la douleur causée par des décennies d'abus, de négligence et de racisme. Et c'est aussi l'occasion pour nous de nous engager à faire mieux et à réparer les erreurs du passé afin d'aller de l'avant ensemble. Notre pays est un pays fondé sur les droits et les libertés consacrés dans la Charte, notre Constitution. Le Canada est une société prospère car, outre le fait d'offrir la liberté pour parvenir à une vie meilleure pour vous et votre famille, le Canada offre aussi la possibilité d'être à l'abri des obstacles qui vous empêchent de jouir d'une vie meilleure. Être à l'abri de la peur, de la violence, de l'intimidation, de la discrimination, des libertés qui favorisent le sentiment d'inclusivité et d'avoir sa place, des libertés qui protègent les vulnérables et bâtissent des communautés plus fortes. Trop souvent, certaines des voix les plus fortes qui prétendent parler pour la liberté sont ceux qui redéfinissent le sens de ce mot à leur fin personnelle. Ils revendiquent la liberté comme un prétexte pour agir à leur guise au mépris de la liberté d'autrui. C'est assurément non pas ainsi que nous devrions définir la liberté. Ils se cachent derrière leurs paroles pour nous dire que tout est mis à mal, pour propager la désinformation et pour répéter les propos que leur ressassent ceux qui s'immiscent dans nos élections et sapent notre démocratie. Ils utilisent comme une arme le mot liberté pour marginaliser plus avant ceux qui sont dans des situations les plus vulnérables, pour justifier la propagation de la haine et même pour priver les gens de prendre des décisions concernant leurs propres droits, y compris s'agissant des droits à la reproduction. Et finalement, via tout ce brouhaha, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est qu'il s'agit de la liberté pour certains, pas pour tous, selon eux. Souvent, les gens qui prétendent parler au nom de la liberté sont ceux-là même qui veulent que le gouvernement décide qui les gens peuvent aimer, qui ils sont, ou même quels vêtements ils peuvent porter. Nous le voyons dans notre pays. Nous le voyons dans le monde entier. Au niveau international, nous le voyons quand des groupes ou des pays déclarent que le droit international ne s'applique pas à eux. En Afghanistan, nous le voyons sous une forme extrême, alors que les talibans continuent d'imposer des règles inhumaines à l'encontre des femmes et des filles, leur interdisant d'être dans l'espace public pour qu'elles soient invisibles, volant aux filles le droit fondamental à l'éducation. Comment cela peut-il être le respect de la dignité humaine? En quoi est-ce que cela protège les meilleurs intérêts de la population? Il faut les tenir responsables. La semaine dernière, le Canada s'est rallié à l'Australie, l'Allemagne et aux Pays-Bas avec le soutien de 22 autres pays pour prendre des mesures pour tenir responsable l'Afghanistan en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes. Les talibans ne peuvent pas faire disparaître le droit international via de simples décrets. Le Canada est un pays qui valorise le fait d'être à l'abri de l'oppression, la liberté d'opprimer autrui. Protéger les droits de la personne ne devrait pas être une controverse, y compris la dignité de tous, de toutes les femmes, de tous les hommes, sur un pied d'égalité. S'agissant d'Haïti, le monde ne peut pas rester passif alors que le peuple souffre.
La violence des gangs et la corruption incontrôlée en Haïti ont créé une situation catastrophique pour la population, plongée dans une insécurité profonde où des civils tombent sous les balles et des enfants meurent de faim. Le Canada maintient depuis toujours que la crise doit être solutionnée par et pour les Haïtiens. À ce titre, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de transition s'efforcent à rétablir l'ordre, mais ils ne peuvent y arriver seuls. Le peuple haïtien a besoin d'une mission multinationale de soutien à la sécurité qui travaille conjointement avec la Police nationale d'Haïti, non seulement pour aider celle-ci à rétablir l'ordre, mais également pour subvenir aux besoins de la population. Voilà pourquoi le Canada a investi plus de 200 millions de dollars pour la soutenir, et donc le Canada fait sa part. Nous devons démontrer au peuple haïtien que nous n'allons pas les abandonner. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit être clair à cet effet et je le remercie pour sa décision plus tôt aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier la CARICOM et le Kenya pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la réponse à cette crise. Ensemble, nous pouvons parvenir à une paix et à une stabilité durable en Haïti. Monsieur le Président, ce qui se passe au Moyen-Orient est une tragédie indicible. Des milliers de personnes ont été tuées en Israël, dans la bande de Gaza et au Liban, y compris de nombreux Canadiens. C'est une guerre illogique qui va au-delà, qui est contraire à la dignité de l'être humain. Les souffrances de part et d'autre doivent cesser. Ce que le monde continue de voir, c'est un cycle répété de violence où les civils paient le plus lourd tribut. Le Canada se rallie à ceux qui exhortent Israël et le Hezbollah à accepter un cessez-le-feu immédiat. Nous devons créer une marge de manœuvre pour les pourparlers de paix et pour sauver des vies. Il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. Point final. Les résolutions du Conseil de sécurité doivent être respectées. Les familles du sud du Liban et les familles du nord d'Israël doivent pouvoir rentrer en toute sécurité dans leur foyer. Nous avons et nous continuerons toujours d'insister pour que les civils soient protégés, quelle que soit leur origine. La semaine prochaine, ce sera le premier anniversaire pour commémorer les attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël. Mars dernier, je suis allée dans le kibbutz de Kfar Aza, une des communautés attaquées le 7 octobre. J'ai rencontré Ayelet, une mère, faisant le deuil de son fils, assassiné brutalement lors de l'attaque. Il est mort en protégeant sa fiancée. Ayelet m'a raconté la terreur de cette journée-là, la recherche des êtres chéris dans les maisons brûlées. Alors qu'elle parlait des horreurs du 7 octobre, nous avons entendu des bombes alors qu'elles étaient lancées dans la bande de Gaza, tout près. On a ressenti le grondement du sol et à ce moment-là, l'aspect double de cette tragédie frappant israélien-palestinien était profond et c'est un moment que je n'oublierai jamais. La situation qui prévaut à Gaza est inhumaine. Le degré de souffrance est inacceptable et cela doit cesser. Des Palestiniens innocents, des femmes, des enfants ne peuvent pas payer le prix pour vaincre le Hamas. Ceci doit cesser. Un cessez-le-feu est nécessaire immédiatement. Les otages doivent être libérés. Cela exige de véritables efforts de part et d'autre. Monsieur le Président, pour une paix durable, le Canada depuis longtemps prône la solution à deux États. Nous pensons que et les Israéliens et les Palestiniens ont le droit d'exister. Nous savons tous qu'un accord négocié est la meilleure chance pour les Israéliens et les Palestiniens de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Malheureusement, le Hamas, une organisation terroriste, continue d'agir dans la bande de Gaza, refuse de libérer les otages, refuse de déposer les armes. Parallèlement, le gouvernement d'Israël est contre la création d'un État de Palestine.
La violence à l'encontre des Palestiniens par des colons extrémistes et l'agrandissement des colonies par Israël en Cisjordanie continue à un rythme sans relâche, et ceci est inacceptable. Le Canada soutient la création de l'État palestinien. C'est pourquoi nous fournissons un soutien pour la sécurité et le développement du peuple palestinien lui-même. Et officiellement, nous reconnaîtrons l'État de Palestine au bon moment, quand cela sera le plus propice pour mettre en place une paix durable, et pas nécessairement comme la dernière étape d'un processus négocié. Plus que toute chose, ce conflit a conduit à des souffrances indicibles. Les communautés sont blessées dans leur chair. Le peuple a le droit de protester de façon pacifique, mais personne n'a le droit d'intimider les autres. La division, c'est un problème. C'est un problème réel. Nous avons la responsabilité collective de rapprocher les peuples. Monsieur le Président, voilà 2 ans et demi que la Russie a lancé son invasion illégale de l'Ukraine. Le coût humain continue d'augmenter. Aucun pays n'a la liberté ni le droit d'envahir son voisin. Et il n'est pas possible d'avoir la liberté d'imposer sa volonté aux autres, à autrui. Cette agression est une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. La Russie doit quitter l'Ukraine maintenant. Et le peuple ukrainien a le droit d'être à l'abri de la peur et de l'agression. Ils ont le droit de décider de leur propre avenir eux-mêmes. Monsieur le Président, nous savons tous que si l'agression russe continue non endiguée, elle se poursuivra. Beaucoup de régions dans la région et dans l'hémisphère s'interrogent si c'est eux le suivant. Et le monde ne doit pas cesser de dénoncer cette agression injustifiable. Et le Canada maintiendra son soutien pour l'Ukraine. À la fin du mois d'octobre, le Canada accueillera une conférence co-organisée avec la Norvège et l'Ukraine sur le volet humain de la formule de paix en 10 points pour l'Ukraine. Nous nous concentrerons sur le retour des enfants dans leur famille ainsi que des civils et des déportés et des prisonniers de guerre. Toute personne touchée par cette guerre a le droit d'être à l'abri de la violence. Les enjeux dont je viens de vous parler soulèvent d'immenses défis. Et cette institution où nous nous trouvons ici aujourd'hui a un rôle à jouer pour nous faire cheminer ensemble vers des solutions. Les détracteurs des Nations unies lui reprochent d'être incapable de résoudre les problèmes auxquels le monde est présentement confronté. Et encore pire, certains, beaucoup plus conspirateurs, pensent même que l'ONU est la cause de plusieurs de ces problèmes. Les uns comme les autres ignorent la réalité et la force de cette organisation. Les Nations unies constituent un forum unique qui nous permet de nous rassembler et de nous parler sur un pied d'égalité pour tenter d'aplanir nos divergences, qui sont parfois profondes, en effet, par la discussion et la recherche du consensus. Et c'est la raison pour laquelle le Canada a soutenu l'adoption du Pacte pour le futur lors du Sommet pour le futur la semaine dernière. Le pacte est un point de départ alors que nous travaillons ensemble pour assurer la pérennité de cette organisation. L'ONU n'est pas une organisation parfaite, c'est vrai, mais le progrès y est possible. Et comme l'a dit le secrétaire général, nous ne pouvons tout simplement pas construire un avenir pour nos petits-enfants avec un système construit par nos grands-parents. Alors ensemble, construisons cet avenir. Monsieur le vice-président, depuis près de 80 ans, aucune femme n'a occupé le poste de secrétaire général. Et c'est inacceptable. La semaine dernière, j'ai eu le grand honneur, avec ma collègue de la Jamaïque, d'accueillir à Toronto une quinzaine de femmes ministres des Affaires étrangères de partout à travers le monde. Notre constat est clair. Le prochain dirigeant de cette illustre institution doit être une femme. Il est grand temps que l'on puisse dire de façon honorable, sur cette tribune et partout à travers le monde, « Madame la secrétaire générale ». Et je dirais la même chose pour le poste de l'Assemblée générale. Monsieur le vice-président,
avec tout le respect que vous m'inspirez et que m'inspire le président également, j'espère que l'année prochaine, les délégués s'adresseront à Madame la Présidente. Et je sais que nous sommes nombreux et nombreuses ici, aujourd'hui, à partager ce souhait. Monsieur le Président, laissez-moi vous parler de ma mère. Elle va être tellement contente que je parle d'elle ici aux Nations unies. Vous savez, ma mère et ma grand-mère font partie des millions de femmes dans le monde qui ont lutté avec acharnement pour l'égalité des droits. Elles l'ont fait côté de mères et de grand-mères de bien des gens réunis ici dans cette enceinte. Récemment, maman me disait que nous faisions maintenant partie de la génération de la consolidation. Elle a bien raison. Appartenir à notre génération signifie que nous devons renforcer les acquis obtenus au fil du temps et nous devons lutter contre ceux qui essaient d'inverser ce progrès. Ça signifie également que nous devons continuer de combattre pour que femmes et filles partout aient le droit de faire des choix sur leur propre corps, sur leur propre vie. Nous voyons la différence que peut causer ce manque de liberté. Quand les femmes sont privées du droit de décider quand avoir des enfants, elles perdent la possibilité d'avoir une éducation ou des emplois. Quand les femmes n'ont pas accès à des IVG en toute sécurité, leur risque est menacé. Et quand les femmes sont privées de l'accès à des traitements de fertilité et à la contraception, elles perdent la possibilité de faire des choix pour des décisions lourdes de conséquences pour leur vie. S'attaquer au droit à la santé, de la reproduction, aux droits sexuels, c'est s'attaquer au droit à l'égalité. C'est un affront lancé à la dignité. Le droit de choisir pour nous-mêmes. Nous devons avoir le droit de choisir pour nous-mêmes parce que nous devons être capables de décider quel moyen de contraception utiliser. Le choix d'avoir recours à l'avortement ou encore à la procréation assistée. Nous, les femmes, avons le droit d'être égales en tout, en éducation, en emploi et en toute autre opportunité. Nous sommes femmes et fières de l'être. Et jamais nous ne pouvons reculer. Ensemble, nous devons continuer d'avancer pour nos sœurs, nos filles et nos petites filles. Monsieur le Président, il y a 2 ans, j'étais ici et j'avais dit que les pays du monde entier étaient face à un choix. Et nous avons encore ce choix devant nous. Nous pouvons choisir un monde où les règles peuvent être violées par les puissants, nous ramenant aux heures les plus sombres des tensions et des conflits, ou nous pouvons choisir un monde qui respecte les droits de la personne, des chances pour tous, la paix, la prospérité, où les gens travaillent ensemble pour régler les problèmes. Le Canada œuvrera avec ses partenaires pour dépasser ce moment de crise. Un nouvel avenir se forge aujourd'hui. Nous ne devons pas échouer. Merci. Muchas gracias a la ministra. Je remercie la ministre des Affaires étrangères du Canada. Y ofrezco ahora la palabra al